Bonjour et bienvenue à C'est pas juste de la porno, notre podcast bimensuel sur la sexualité. Mon nom est Samuel Gauthier et je serai à l'animation en compagnie de mes deux compères, pas piqué des verres. Je parle bien sûr d'Alexandre Albert, sexologue, et ça rime en plus, et de Jessie Laplante, étudiant en communication et artiste musical. Comment allez-vous, mes beautés? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Et toi, Alexandre? Moi, ça va super bien. Je pense que nos auditeurs et auditrices doivent se demander comment ça que cette semaine, notre son est différent. Ben, c'est parce que cette semaine, les quatre personnes qui sont sur le podcast, dont Samuel, moi et Jessie et notre invité, on est tous en Zoom. Donc, les dernières semaines, Samuel et moi, on était en Tascam. Maintenant, on est tous en Zoom. Oui, pour des considérations, en fait, de santé personnelle. Alexandre et moi, on a eu des petits problèmes de santé et on est en train de se soigner. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais on est obligé de rester à la maison et c'est pourquoi on est tous sur Zoom. Alors, vous allez nous excuser au niveau de la qualité, mais je pense que vous allez comprendre quand même assez bien l'information qu'on veut vous donner ce soir. Nous allons parler en plus d'un sujet qui est polarisant, qui est la pornographie. Et je suis curieux de savoir comment vous sentez face à un tel sujet, Alexandre et Jessie. Qu'on parle de pornographie aujourd'hui, ça vous fait quoi? Dans le ventre et dans le cœur. Il y aurait d'autres places que ça pourrait faire de l'effet. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un super beau sujet. C'est un sujet que, justement, l'invité qu'on reçoit ce soir m'a un peu titillé à en découvrir plus. Donc, c'est un sujet que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs dimensions à la pornographie. Malheureusement, aujourd'hui, on va pouvoir seulement qu'en voir quelques-unes. Ça va être plus des petites introductions, en tout cas, je crois pour ma part. Mais je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les auditeurs et auditrices. La pornographie est un sujet extrêmement large, fait que c'est sûr qu'on ne couvre pas tout le sujet ce soir, mais en même temps, on va essayer d'en donner le plus possible. Jessie, toi, comment tu te sens? Moi, honnêtement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je trouve ça absolument fascinant. Je trouve ça particulièrement intéressant qu'il y ait des personnes qui sont motivées par la recherche en lien avec ce sujet-là parce que c'est un sujet tabou. La sexualité en général est un sujet tabou, ou en tout cas d'une certaine mesure. Donc, pour moi, qu'une personne s'y attarde, cherche à produire des nouvelles statistiques ou à produire de la nouvelle information sur laquelle on peut s'appuyer, je trouve ça merveilleux. Je suis tellement heureux qu'on ait un invité qui va pouvoir nous en dire davantage. Oui, ça va être cool. En fait, pour nous en parler davantage, nous recevrons plus tard dans l'émission un spécialiste de la pornographie gay masculine. On parle de M. Simon Corneau, qui est professeur au département de sexologie de l'UQAM et auteur de nombreux articles scientifiques sur le sujet. Alexandre, je pense qu'il a été même ton professeur. Oui, ça a été mon professeur à 2 ou 3 reprises, si je ne me trompe pas. Puis c'était vraiment un des profs coup de cœur de mon baccalauréat à l'UQAM. D'ailleurs, je me réserve quelques questions à ton sujet, à notre invité, Alexandre. On va en connaître un peu plus sur Alexandre l'étudiant, mais c'est à venir. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre via notre ligne texto anonyme Sexinfo au 819-303-3737 et via notre page Facebook du Bras-Outaouais. Si vous voulez avoir les liens aussi, on met toujours des liens avec de l'information supplémentaire par rapport au sujet de nos podcasts. Vous pouvez les trouver sur notre page Facebook du Bras-Outaouais. À votre avis, combien de personnes écoutent notre podcast depuis le début, Alex? Moi, je pense qu'on doit être rendu pas mal au même niveau que le profit que l'industrie pornographique fait par année. On parle d'environ, en tout cas aux États-Unis, je vous donnerai le chiffre tantôt, là, vous nous direz si ça ressemble un peu au nombre de personnes qui pourraient écouter notre podcast. Jessie, toi, tu penses qu'il y a combien de personnes? J'en ai tellement aucune idée, mais j'espère vraiment que ça a une belle portée et que ça vient sensibiliser un grand nombre de personnes. D'accord. Bon, on est sûr que ta blonde fait partie de nos auditrices. Oui, absolument. D'accord. Fait qu'on a au moins une auditrice qui nous écoute religieusement. C'est déjà pas pire. J'aimerais maintenant pénétrer dans le cœur du sujet. Pénétrer, on choisit un peu nos termes de ce soir, qui est la porno. Vous serez peut-être d'accord avec moi, mais je crois que la pornographie est un sujet assez sensible.
Même si la plupart d'entre nous savons que l'industrie de la porno génère des profits faramineux, on parle d'environ 10 milliards de dollars qui est engrangé chaque année seulement aux États-Unis. Malgré ces profits-là extraordinaires, peu de gens semblent à l'aise de dire publiquement qu'ils en consomment. Pas facile de dévoiler que nous sommes des consommateurs de pornographie. Il semble que la porno traîne avec elle une image plutôt négative, à tort ou à raison. Mais qu'en est-il vraiment? L'épisode d'aujourd'hui va tenter de faire de la lumière sur les différents aspects et enjeux de la pornographie grand public, mais aussi particulièrement dans les communautés gays et gays masculines. Pour nous éclairer davantage sur le phénomène, je vais céder la parole à notre ami Alex qui nous a préparé sa chronique habituelle. Oui, merci Samuel. Écoutez, auditeurs, auditrices, je tiens à vous annoncer que ma chronique cette semaine va être un petit peu plus courte. J'ai un peu de difficulté à parler ces temps-ci, mais je trouvais ça important quand même de vous faire une petite chronique sur la pornographie, un de mes sujets qui m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai regardé beaucoup de littérature, puis j'ai été obligé, question de recherche scientifique pour le podcast, d'écouter un petit peu de pornographie. Un petit peu, quelques heures. Tu t'es sacrifié pour la cause. Et oui, des fois, on m'appelle Alex le Noble. Ici, c'est le cas. Parce que je voulais pas que nos auditeurs et auditrices tombent dans ce piège. Mais non. Mais oui, j'ai dû écouter de la pornographie pour nos auditeurs et auditrices, pour justement être en mesure de bien expliquer ce dont je veux parler aujourd'hui. Donc, on connaît pas mal tout le monde, je crois, ce qu'est la pornographie, ce qu'on va appeler mainstream, la pornographie plus classique, entre guillemets. Donc, cette pornographie qui est accessible facilement sur des sites comme YouPorn, Pornhub, name it. Par contre, ce que le monde a tendance à peu connaître, c'est la pornographie dite féministe, de la porno féministe. Là, souvent, le monde me dit « Ah, ça existe, ça, de la porno féministe. Les féministes sont pas contre la pornographie et tout. » C'est plus compliqué que ça. On pourrait faire un épisode complet là-dessus, mais on va juste faire un petit quelques minutes. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler surtout d'un texte qui regarde la porno mainstream et la porno féministe et qui explique un petit peu davantage là, les différences, les nuances. Donc, ça peut être un beau texte pour nos auditeurs et auditrices d'aller voir après. Le texte a été écrit par Michel Bergeron-Deschaines, Alexandra Fournier et Myriam Pomerleau, toutes des personnes qui ont étudié en sexologie, bien sûr. Donc, dans ce texte-là, qu'est-ce qu'il regarde? C'est vraiment que la porno mainstream, la porno facilement accessible, c'est vraiment une pornographie qui est plus hollywoodienne, si on veut, plus star system, qui va mettre les meilleurs angles, les meilleures positions, vraiment pour que tout soit accessible dans une même scène. Donc, on peut voir toutes les parties génitales des personnes, la vulve, le pénis, l'anus, les seins, les pectoraux, peu importe. Puis, l'accent, surtout dans la porno hétérosexuelle, aujourd'hui, je vais vous parler, c'est beaucoup axé sur la pénétration elle-même et ce qu'on va appeler le money shot ou le cum shot. Souvent, c'est quoi un money shot? C'est l'éjaculation dans le visage de la fille. Donc, comme on disait au début de la saison, oreille chasse, vous abstenez, cet épisode-ci, c'est pas mal le plus hard qu'on va parler. Donc, dans la porno mainstream, le plaisir est beaucoup axé sur le plaisir de qui? De la personne masculine, de l'homme dans les vidéos hétérosexuelles. Dès lors, les autrices de ce texte-là vont regarder c'est quoi la porno féministe. Puis là, sans trop faire un cours sur la porno féministe, on peut voir que la porno féministe existe quand même depuis les années 80. Donc, ça fait quand même assez longtemps que la porno féministe existe. La grosse différence entre la porno féministe et la porno mainstream que vous allez me dire, parce que au premier coup d'œil, on regarde la vidéo, ça se ressemble quand même. J'ai écouté beaucoup des deux types de porno. Pour vous ce soir, comme je vous ai dit. J'aime aussi beaucoup. Oui, beaucoup, que plusieurs heures. On a eu plusieurs semaines de préparation. Ça fait 3 mois que je suis isolé chez moi à regarder ça. Non, c'est des blagues. C'est pour ça qu'on est sur Zoom ce soir. Là. C'est ça, parce que moi, je finis ça puis je continue ma recherche. Là, c'est pour ça.
dans le fond, la porno féministe, la grande différence, c'est l'arrière-scène. Hein? Donc, c'est surtout qu'il va y avoir des femmes dans des positions de pouvoir. Et puis, dans les scènes elles-mêmes, ils vont réapproprier puis révolutionner les codes de la pornographie. Donc, par exemple, dans la porno mainstream, où est-ce que l'accent du plaisir est mis sur le plaisir de l'homme et sur l'éjaculation, dans la porno féministe, ça va être beaucoup plus sur un plaisir, oui, de la femme, mais surtout un plaisir partagé. Hein? Donc, le vidéoclip ne va pas finir avec l'homme qui éjacule. Même si la femme a eu 25 orgasmes avant, ben, ça va finir que les deux ont atteint un sentiment de plénitude sexuelle. Là, il y a beaucoup de monde qui disent « Ouais, mais là, ça peut pas être de la porno féministe. » Encore là, quand on parle de féminisme, faut pas oublier qu'il y a plusieurs courants féministes. Donc oui, il y a des personnes qui sont anti-pornographie, il y a des personnes qui sont pro-pornographie ou pro-travail pornographique. Hein? Donc, dans ce texte-là, des autrices que j'ai nommées plus tôt, donc Deschaines, Fournier et Pomerleau, il explique un peu c'est quoi la sex wars. Hein? On a eu Star Wars, là on a sex wars, la guerre des sexes, qui est vraiment une guerre entre guillemets, là, entre les divers courants féministes sur ce que c'est et ce que devrait être la pornographie, justement dans une perspective de est-ce que c'est vraiment une représentation de la société ou est-ce que la société s'en inspire? Hein? On parle beaucoup là, justement de qui vient avant, de qu'est-ce qui se passe. Mais dans ce texte-là, on peut voir que la pornographie est plus dépeinte comme une peinture de l'humain dans sont plus cachés. Hein? Parce que la pornographie, justement, comme qui en parle dans ce texte-là, c'est souvent une façon pour l'être humain de découvrir certains fantasmes, certains plaisirs qu'on ne veut pas toujours s'avouer. Donc, pour nos auditeurs et auditrices qui seraient peut-être intéressés et qui ont plus que 18 ans, bien sûr, je peux vous mettre en lien. On va discuter de ça en équipe, bien sûr, parce que c'est plus touché comme sujet, mais un site de porno féministe montréalais. Hein, parce que oui, à Montréal, on crée de la pornographie plus inclusive et plus féministe. Donc, ça s'appelle Belsa Porn. Donc, c'est vraiment une belle plateforme pour justement découvrir. Le seul, je pourrais dire, le seul bémol de la porno féministe comparativement à la porno mainstream, c'est qu'il faut payer. Parce que ça coûte plus cher à faire de la porno féministe parce que, comme je vous ai dit, l'envers du décor est plus équitable et plus égalitaire. Donc, les femmes et les hommes ont un salaire qui est équitable. Tandis que de la porno mainstream, la femme souvent va faire moins d'argent que l'homme parce que l'homme peut faire plusieurs films sans nécessairement avoir à récupérer autant que la femme. Donc, dans l'envers du décor, c'est beaucoup plus compliqué que ça ne le paraît. Placé comme n'importe quelle entreprise au final, où est-ce que s'ils vont, par exemple une compagnie de vêtements, où est-ce qu'ils font faire les vêtements au Bangladesh par exemple, ben c'est sûr que les conditions de travail sont différentes là-bas qu'ici, donc normalement on va payer moins cher pour des produits qui sont créés là-bas que si c'était des produits locaux, fait que c'est totalement logique. Ben oui, on parle d'encourager le local, hein? Donc encourageons la pornographie locale aussi. C'est une excellente idée. Et d'ailleurs, j'aimerais mentionner qu'il y a une série sur Netflix que j'ai trouvée il y a quand même plusieurs mois. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je le recommande à tous les auditeurs et auditrices qui, dans le fond, va aborder le sujet de la pornographie féministe, mais qui ne se limite pas à ça. Donc, c'est assez vaste. Là, c'est tout plein de sphères, finalement, de la pornographie. Et ça s'intitule « Hot Girls Wanted Turn On ». Donc ça, c'est la série. Il existe aussi le film Hot Girls Wanted qui, je le recommande fortement aussi. Et puis en fait, là, maintenant que j'y suis, là, je me demande si la pornographie féministe, si c'est mentionné aussi dans le film ou si c'est uniquement dans la série, mais je suis pas mal certain que c'est dans la série. Si c'est pour être l'un des deux. Donc bref, c'est excellent. Et puis moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la réalité des personnes qui sont dans cette industrie-là, ce qu'ils vivent et tout ça. Et évidemment, c'est pas la réalité nécessairement qui
qui est applicable partout dans le monde. Je pense que c'était seulement aux États-Unis, mais quand même, là, c'était une réalité qui était complètement inconnue pour moi. Donc, je recommande tout le monde à aller faire le visionnement de la série et du film également. Merci, Jesse, pour cette recommandation. On mettra le lien sur la page Facebook de Bras Outaouais pour l'émission d'aujourd'hui. Merci, Alexandre, pour ta chronique. Ça a été très éclairant. Je pense qu'on va aller faire un petit tour vers les sites de porno féministes, dont celui-là que tu nous as dit à Montréal. On veut un achat local, comme tu disais tout à l'heure. Je ne sais pas si ça rentre dans le panier bleu, mais on va voir. Peut-être que c'est entré déjà. On va faire nos recherches. Merci, Alex. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité d'aujourd'hui, M. Simon Corneau. Bonjour, Simon. Bonjour, Samuel. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Est-ce qu'on se dit vous ou on se dit tu? On peut se tutoyer sans problème. Tutoyer, parfait. Ça va me faire plaisir d'avoir ce contact-là. Et je suis très heureux on est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Simon, comme j'ai mentionné tout à l'heure, tu es professeur au département de sexologie de l'UQAM. Il paraît, j'ai entendu entre les branches, que tu as été le professeur d'Alex. Je suis curieux de savoir comment il était comme élève. Oh, bonne question. C'est assez tranquille. Oui. C'était tranquille. Oui, c'est pas celui qui participait le plus en classe. Ah, OK. Je pense qu'il y avait peut-être des choses à dire, mais peut-être qu'il n'osait pas les dire devant tout le monde. J'écoutais beaucoup. Simon, son cours était très intéressant, donc j'écoutais beaucoup, j'absorbais. Voilà. D'accord. Ouais. Là, c'est pour ça qu'il parle beaucoup plus au bras présentement. Je pense qu'il a accumulé tout son savoir qui nous dessert maintenant copieusement au bras. Est-ce vrai aussi que, comme il le mentionne souvent en rencontre d'équipe, qui était l'élève le plus doué de sa cohorte? Ça, il nous en parle régulièrement. Je me demandais si c'était vrai, puis je voulais juste te poser la question, Simon. Ça, je pourrais pas répondre parce que une cohorte, c'est 150 personnes, donc je connais pas toute la cohorte, donc j'ai pas accès à la moyenne générale cumulée d'Alexandre, donc je peux pas répondre. D'accord. Mais tu auras compris, on aime beaucoup Alexandre Aubras, puis on l'aime beaucoup dans l'équipe de C'est pas juste de la porno, fait que c'est pour ça qu'on aime bien le taquiner. Qui aime bien, châtie bien, j'ai l'impression aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Avant de commencer notre première question, est-ce que tu peux nous dire un peu brièvement ce qui t'a conduit à t'intéresser à la pornographie gay masculine comme champ d'études universitaire? OK. Oui, je vais prendre quelques détours pour y arriver. Premièrement, ça fait longtemps que je m'intéresse à la pornographie comme sujet. Je dirais que mon intérêt premier part de secondaire 2. Donc, à l'époque, j'étais sur la rive sud de Québec, au secondaire. Et puis, il y a un groupe qui est venu nous parler dans c'était quel cours d'économie familiale. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Éco-femme. Oui, on faisait des galettes, de la couture, tout ça. Mais il y a eu un petit 2 heures qui a été dédié sur un groupe, et je ne me souviens pas lequel, qui est venu nous montrer un peu l'importance d'être critique face à ce que l'on voit. On s'entend qu'à l'époque, on ne parlait pas beaucoup de pornographie. Bon, on en parlait, mais c'était plus Beta, VHS, Playboy, Playgirl, des magazines, tout ça. Il n'y avait pas Internet. Donc, on analysait avec le groupe des publicités un peu pour voir quels sont les stéréotypes, qu'est-ce qu'on nous vend ici, pourquoi passer par l'image sexualisée pour nous vendre du shampoing, etc. Puis le message que j'ai retenu de cette rencontre-là, c'était que même si on est en secondaire 2, on ne nous prenait pas non plus pour... on ne nous prenait pas pour des nonos, finalement. On était capable de sens critique. Puis ce que j'ai aimé, c'est l'importance de décoder ce qu'on nous envoie. C'était un peu à partir de là. C'était pas axé sur porno directement, mais on en parlait un peu par la bande également. Donc, fait que ça aiguisait un peu ton sens critique, autrement dit, c'est ça? Un peu, oui, c'est ça. Puis je trouvais ça intéressant aussi de parler de ces choses-là avec les jeunes, donc avec moi à l'époque. Donc, c'est ça. Pour en arriver à porno gay, ça a été plus lors de... Moi, j'ai fait... ma discipline d'origine, c'est la criminologie. Fait que j'ai étudié à Ottawa, d'ailleurs. Donc, j'ai habité votre région pendant longtemps. Wow! Ouais. J'ai habité Côte-de-Sable, j'ai habité le Chinatown à Ottawa. J'ai passé un petit 6 mois pas loin des carrefours
les galeries à Gatineau. Là, les galeries de Hall. Non, à Gatineau. Les promenades. Les promenades, voilà, c'est ça. J'ai habité 6 mois pas loin des promenades. C'est ça. Donc, lors de ma maîtrise, moi, j'ai travaillé sur la pornographie dans les bars gays. Donc, en fréquentant le milieu, tout ça, je me posais la question, okay, c'est un bar ordinaire, on s'entend, c'est pas un sex bar, c'était pas... je me disais, comment ça se fait qu'il y a de la porno dans plusieurs bars gays? Fait que j'ai interviewé des barman, des propriétaires de bars et des clients de bars à Montréal et à Ottawa pour voir un peu qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça vient soutenir finalement. Donc, ce qui en est ressorti beaucoup, c'est l'aspect de... c'est que ça vient un peu sexualiser l'ambiance et l'atmosphère. Ça vient un peu soutenir le rôle aussi d'un bar gay qui est de faciliter la rencontre, les rapprochements, ça peut briser la glace, etc. Fait que ça vient un peu sexualiser l'ambiance et tout ça. Donc, après ma maîtrise, j'ai lu beaucoup sur la porno, etc., puis sur le milieu gay. Fait que avec certaines discussions que j'ai eues avec des gens, des connaissances, puis tout ça, qui me parlaient beaucoup de leur usage, puis qu'est-ce que ça envoie comme message, ça a l'air facile dans le milieu gay, ça a l'air plus accepté, puis tout ça. Puis j'avais lu certains articles qui soutenaient un peu ça aussi, que la pornographie dans le milieu gay, elle est normalisée, et plus acceptée, plus acceptable, tout ça. Et il y avait peu d'études à l'époque sur un peu les impacts. Comment c'est reçu, ça? Chez les usagers. Donc, j'ai décidé de faire mon doctorat sur le sujet. Puis j'ai interviewé peut-être une trentaine d'usagers à Ottawa et à Toronto. Et puis, voilà. Fait que j'ai poursuivi. Et puis, depuis que je suis professeur, j'ai fait une recherche auprès de 1000 usagers québécois de porno gay. J'imagine que tu as eu quand même plusieurs révélations, plusieurs constats qui ont apparu, j'imagine, à travers toutes ces recherches-là. La première question qui me vient à l'esprit à la suite de tes recherches, c'est de savoir, est-ce que les scripts pornographiques ont un impact sur les rapports sexuels entre les hommes? Est-ce que la pornographie, autrement dit, qui est un peu codifiée, je pense, a un impact sur la sexualité des hommes qui aiment les hommes? Des impacts, il y en a. Et ça je peux pas le nier. Puis en même temps, il ne faut pas oublier que c'est pas Simon qui vous parle, c'est Simon le professeur qui vous rapporte aussi des recherches. Donc, c'est pas mon opinion personnelle ici. D'accord. Mais des impacts, il y en a. Des impacts positifs et d'autres plus délétères ou plus négatifs, si on veut. Il y en a des deux côtés, c'est certain. Et en même temps, il faut faire attention parce que lorsqu'on parle de la pornographie, on nous demande de plus en plus, quand on fait de la recherche sur le sujet, de spécifier les types ou les formes de pornographie dont on parle. OK. Donc, il y en a plusieurs? Il y a plusieurs niches, il y a plusieurs genres, il y a plusieurs types. Si vous allez juste, par exemple, je suis sûr que vous n'êtes pas allé parce que la pornographie, c'est les autres qui en font usage, pas nous autres. Hein, c'est ça, je dis dans mes cours souvent. On va parler de nos amis, du monde qui connaissent du monde, mais c'est pas nous autres. Si jamais vous avez des amis qui vont sur Pornhub, vous allez voir les étiquettes, les fameux tags qu'on utilise. Puis ça, c'est assez spécialisé. Donc, il y a du interracial, il y a du bareback, il y a une série de trucs en fonction de soit le physique des acteurs et des actrices, soit en fonction des actes sexuels performés, soit en fonction d'une série de facteurs. Donc, on nous demande en recherche de spécifier. Fait que ça va être difficile pour moi ce soir de répondre à vos questions en disant la pornographie, en un seul bloc, elle est comme ça, ou elle est négative en soi, ou elle est positive en soi. Ce que je tente toujours de faire, c'est un peu un petit mouvement de balancier vers le centre. C'est-à-dire, je ne célèbre pas la pornographie gratuitement pour ce qu'elle est. Je ne la condamne pas non plus ouvertement, l'accusant de tous les maux et de tous les torts. J'essaie de reconnaître quand même qu'il peut y avoir un point milieu. OK. Fait que t'as un regard plutôt neutre ou plutôt rationnel sur la question, si je comprends bien? J'essaie, mais d'être neutre, c'est un peu une utopie, je pense. Hein? Donc, oui. Et malheureusement, comme je m'intéresse aux impacts d'usage de pornographie chez les hommes gays, mais souvent, je peux
passer pour quelqu'un qui est anti-pornographie, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est juste que les gens, parfois, surtout qu'on parle d'impact, s'imaginent que je suis contre le produit, que je le condamne. C'est pas ça. C'est de le reconnaître. Et c'est de voir un peu comment le produit est reçu. Parce que des impacts positifs, il y en a aussi. Les gens apprennent avec ça. Les gens prennent du temps pour eux. Les gens relaxent, ils relâchent les tensions, la gestion du stress. En plus, en temps de pandémie, prendre soin de soi un peu, ça ne peut pas faire de tort à grand monde. Donc, effectivement. Fait que ça sera un impact positif, justement, du fait que ça peut devenir un moment de relaxation, un moment de reconnexion avec soi que de consommer de la pornographie. Est-ce qu'il y a d'autres impacts qui sont en lien, qui peuvent être positifs ou plutôt moins positifs, mettons? Je dirais pour les gens issus des minorités sexuelles, l'aspect de validation est vraiment important. Dans tous les écrits sur porno gay, de se sentir validé, de regarder, de voir que je ne suis pas tout seul, ça existe, hein, la sexualité entre hommes, c'est là, on peut faire ça, donc ça peut valider, ça peut en apprendre. Et politiquement parlant, puis historiquement parlant, l'argument de la validation a été très important pour le milieu gay, la pornographie gay, etc. Dans un monde homophobe qui nie un peu l'existence de l'homosexualité. Enfin, la pornographie nous dit quelque chose. Elle nous valide, elle nous dit ça existe, je ne suis pas tout seul à aimer ça, ou à vouloir ça, ou à désirer un homme. Donc c'est un aspect très, très important qui a été utilisé à partir des années 70, finalement. Enfin, on a un document, un texte, comme on dit, qui valide, qui nous envoie le message qu'on existe. Oui, en fait, c'est une validation de notre propre sexualité là, qu'on avait avec la pornographie. OK. Puis ça, j'imagine que cette pornographie-là, comme tu disais tout à l'heure, c'était pas Internet nécessairement parce qu'elle n'existait pas. On avait des magazines porno gays qui étaient cachés, passés sous le bras ou des vieux VHS ou des bêtas à l'époque. OK. Et à ce moment-là, les hommes pouvaient visionner ça puis se dire, gars, je suis pas le seul à vivre cette sexualité-là. Est-ce qu'il y a des impacts qui sont un peu moins positifs, par contre, que tu as fait comme constat au niveau de la pornographie gay? J'ai fait certains constats dans mes recherches, mais je peux vous rapporter d'autres constats, d'autres recherches aussi qui parlent plus de certains impacts possibles sur, par exemple, l'image corporelle. Certains types de pornographie peuvent valider des critères de désirabilité, de beauté, de physique idéal assez étroits. Donc, ça, c'est une des critiques qui est souvent promulguée à l'endroit de la pornographie gay. C'est-à-dire, ça va valider, oui, d'accord, mais ça valide pas nécessairement tout. Mais encore faut-il spécifier le type de pornographie dont on parle. C'est là où c'est un peu glissant. Donc, c'est dur pour moi de dire que la pornographie a des impacts délétères sur l'image corporelle ou l'estime de soi. Ça dépend peut-être laquelle aussi. Peut-être que la pornographie dite amateur est mieux apte à valider une diversité ou des gens plus ordinaires, des gens de tous les jours, versus la pornographie plus mainstream ou commerciale qui, là, va fonctionner ou carburer au star system, aux muscles, au gros pénis. Nommez-moi la série stéréotype. Donc, on va les retrouver dans la pornographie plus commerciale. OK. Ça peut avoir un impact. Les grands studios de production avec le star system. Donc, Fait que ça, il peut avoir un impact négatif sur l'image corporelle que les hommes ont ou sur leur degré de performance, j'imagine, parce qu'ils sont assez performants, les acteurs dans les films porno. Là. Ils sont performants ou je pourrais mettre un bémol, c'est qu'on nous vend une image de performance. Il y a tout un découpage du réel qui est fait, il y a tout un montage qui est fait. Il y a des scènes qu'on voit, une scène de 25 minutes, elle est tournée sur 2 jours. Donc, dans la réalité, des érections comme ça, des performances comme ça, si on souhaite reproduire ça, il y a des petits risques que ça n'arrive pas comme ça. Et c'est là où je dis souvent aux étudiants que j'enseigne, c'est qu'on ne peut pas oublier que c'est un spectacle aussi. D'accord, ça peut valider. D'accord, ça peut nous en apprendre. Mais c'est aussi un spectacle. C'est aussi une industrie. Donc, et là où je suis un peu plus critique, je me dis souvent pourquoi dans le milieu gay on donne à ce point
la tâche à une industrie de nous valider, finalement. C'est une bonne chose, mais en même temps, c'est une bonne chose. Fait que j'ai pas de réponse à ça, mais je vous fais réfléchir, finalement. Oui. Il y a une relation d'amour-haine qu'on peut avoir avec la pornographie, autrement dit. Là. Voilà. Est-ce qu'il existe dans la pornographie gay masculine une pornographie qui ressemble un peu à la pornographie féministe qu'on retrouve dans la pornographie hétérosexuelle? Tu sais, un courant où ce que les acteurs sont plus respectés, où ce qu'on a moins une relation de pouvoir ou de dominance entre les partenaires, qu'il y ait une réciprocité plus grande. Est-ce qu'il y a ça dans la pornographie masculine gay? Ça, je pourrais pas vous dire s'il y a l'équivalent. J'ai fait des petites recherches tantôt par curiosité pour aller voir est-ce qu'il y aurait une sous-catégorie ou un genre ou un type plus spécifique qui pourrait ressembler à ça. J'ai pas trouvé d'équivalent. Donc, d'accord, ça sera à rechercher éventuellement. On fera des recherches, Alexandre, Jesse et moi là-dessus. Est-ce que la pornographie gay masculine a un impact sur les rapports interculturels? Est-ce qu'il y a des stéréotypes en lien avec les cultures? Comme par exemple, on voit, mettons, moi, j'ai pas peur de le dire que je consomme moi-même de la pornographie. Et dans la pornographie que je consomme, des fois, les Asiatiques sont beaucoup les personnes soumises, les hommes noirs sont les dominants. Est-ce qu'il y a beaucoup de codifiage comme ça, de codification des rapports sexuels dans la pornographie gay masculine? Énormément. D'accord. Énormément. Donc, je parlais tout à l'heure que la pornographie comme industrie vouée au profit, c'est clair qu'elle va carburer aussi aux stéréotypes. Et ça, j'accuse pas la porno gay nécessairement, j'accuse de la porno, j'accuse Hollywood, j'accuse plein de médias finalement de perpétuer plusieurs stéréotypes ethno-raciaux. Et c'est clair que dans la porno gay, il y en a. Il y a des analyses de contenu qui ont été menées aussi où on a codifié certaines vidéos en fonction. Et oui, effectivement, ils sont arrivés à la conclusion que bien souvent, lorsqu'un homme asiatique est dépeint, il sera en position de plus bottom, si on veut, plus réceptif, etc. Donc, et là encore, je parle de manière générale de pornographie plus mainstream, mais effectivement, il va y avoir une sursexualisation des hommes noirs, par exemple, une sursexualisation des hommes arabes, des hommes latinos. Donc oui, ils vont jouer beaucoup avec ces stéréotypes. Et ce qui est documenté, et d'ailleurs, j'ai sorti un article l'an dernier à ce sujet, tiré de mon étude auprès de 1000 usagers au Québec. OK. C'est la pornographie bareback en particulier. Donc, quand je vous parlais de type tout à l'heure, mais si on prend le type bareback, extrêmement racisé, extrêmement racialisé, extrêmement stéréotypé en termes de groupes ethno-raciaux. Donc, c'est ça. Donc, on en voit souvent, ça peut envoyer le message que certains hommes, certains groupes ethno-raciaux seront plus sexualisés. Donc, on va sexualiser davantage la prise de risque, la masculinité un peu plus rough, un peu plus toxique, où on ne négocie pas le rapport, où c'est juste, c'est comme ça, le silence entre hommes. On ne s'est pas supposé de parler de consentement, on ne s'est pas supposé de parler de... C'est ça. Donc ça, c'est reconnu, c'est documenté que la pornographie bareback, en particulier, est extrêmement racialisée. OK, c'est intéressant. Alexandre avait une question. Oui, Simon, dans le fond, pour nos auditeurs, auditrices qui ne connaissent peut-être pas ce que ça veut dire, bareback, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer c'est quoi cette catégorie-là, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Donc, la pornographie bareback, c'est une pornographie qui dépeint des comportements dits, entre guillemets, à risque. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est PrEP, etc., donc quand la donne est un peu plus glissante, certains vont dire, ouais, mais si les acteurs prennent la PrEP, ça n'envoie pas nécessairement le mauvais message. N'oublions pas, on se remet dans le contexte de la pornographie, on n'a pas nécessairement tout le scénario, on n'a pas les acteurs, leur nom, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils prennent, etc. C'est comme on a souvent accès à des petits clips seulement qui nous envoient quelque chose. Ça, c'est donc pornographie bareback, des comportements qui sont documentés comme possiblement pouvant transmettre le VIH, par exemple. Le non-usage du condom, pénétration anale sans condom, ingestion de sperme, éjaculation dans la bouche, etc. Donc, c'est la pornographie bareback est dans les écrits dite beaucoup plus crue
un peu plus agressive aussi, un peu plus rough. Donc, et tout ça, en vous ramenant à ce que je disais tout à l'heure, quand on ajoute la composante ethno-raciale, donc qu'est-ce qu'on sexualise et comment et pourquoi. Donc, voilà. Donc, là, je mets de l'huile sur le feu. Je disais tantôt que la pornographie pouvait nous libérer, pourrait nous valider, mais en même temps, elle peut nous enfermer dans d'autres petites cases aussi. Effectivement. Est-ce que, en fait, je voulais juste faire une petite parenthèse. Il y a la PrEP aussi que tu as mentionné. Encore là, la PrEP, on pourrait dire que c'est un traitement qui aide les gens à prévenir du VIH. C'est un médicament qu'on prend tous les jours ou de façon permanente ou intermittente pour se protéger du VIH. Fait qu'il y a des acteurs porno qui pourraient en prendre dans le bareback, qui pourraient se protéger du VIH même s'il n'y aurait pas le condom, si je comprends bien. Là. C'est ça, mais en même temps, est-ce qu'on le sait? Oui, c'est ça, c'est une autre question. Parce qu'à l'époque où on pouvait aller se louer une vidéo VHS, on avait accès au film. Avec Internet, on a accès à des clips, on peut vraiment y aller à la carte, puis que ça ne m'excite pas, ça. On peut y aller dans le très précis. Oui. Donc, est-ce qu'on a vraiment accès à qui sont les acteurs, etc. Donc, ça revient à votre question tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'il y a le pendant de porno féministe dans la porno gay? Je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas au courant d'une porno éthique gay ou d'un courant qui s'en va vers ça encore. Mais, ouais. Est-ce qu'on a une industrie, je sors un petit peu du sujet, mais c'est par curiosité, est-ce qu'on a une industrie porno gay masculine ici au Québec? Il y a certains, oui. C'est clair que Montréal, certains studios, etc. Mais je ne pourrais pas vous les nommer. Je ne connais pas énormément, mais je sais qu'ils s'en tournent à Montréal. Parce que j'ai lu récemment dans les journaux qu'il y avait justement Montréal était une plaque tournante pour l'industrie du porno. Là. Je pense même que le site Pornhub était basé à Montréal. Oui, il est hébergé par MindGeek. Et MindGeek est sur l'autoroute Victoria à Montréal. C'est un gros building. Donc oui, Montréal est une plaque tournante importante quand même pour la pornographie en général. Pour porno gay spécifiquement, je ne peux pas vous dire, mais pour la pornographie en général, c'est quand même une plaque tournante. Tu as évoqué un petit peu le sujet au niveau du bareback. Est-ce que la consommation de pornographie a une incidence sur la santé sexuelle des gens? Est-ce qu'il y a des liens par rapport à des pratiques plus à risque par les consommateurs de pornographie ou ça n'a pas vraiment d'impact? Oui, il y a des impacts. Donc, je peux pas, avec ce que j'ai lu, donc les recherches sur le sujet, je ne peux pas vous dire non, ça c'est clair. Il y a des liens de corrélation, comme on dit. Donc, corrélation entre, par exemple, l'usage de pornographie bareback et comportement sexuel dit à risque. Encore une fois, une corrélation, c'est pas une causalité. C'est pas le fait de regarder de la pornographie bareback qui va nécessairement amener le comportement, mais on sait qu'il y a un lien. Encore une fois, je pourrais mêler les cartes en disant qu'est-ce qui vient avant. Est-ce que j'ai déjà envie du bareback, donc je vais aller faire usage de pornographie bareback, ou est-ce que je fais usage de pornographie bareback et oups, là, ça me donne des idées pour refaire dans la réalité. Hein. C'est toujours circulaire. Est-ce que la pornographie nous inspire ou la pornographie s'inspire de ce qui existe déjà? C'est l'œuf ou la poule. Là. C'est ça. Parce que la pornographie, c'est pas elle qui a créé les stéréotypes ethno-raciaux, mais elle va les reprendre. Elle va capitaliser sur ces stéréotypes-là. Est-ce qu'on peut l'accuser à elle seule de reconduire des stéréotypes? Il y en a partout. On a encore beaucoup de déconstruction à faire. Donc, voilà. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui. Est-ce que tu penses que l'industrie de la porno a encore des belles années devant elle? Je ne pourrais pas répondre. On a parlé d'un âge d'or de la pornographie, par exemple. Si on parle de la pornographie plus en général. Ah oui? Présentement? Oui. Ou? Non, on a parlé d'un âge d'or dans les années 70, début 80, tout ça, où il y avait vraiment des gros noms, hein, des acteurs et des actrices connus, reconnus, tout ça. Aujourd'hui, on est tellement spécialisé, on est tellement niché, il y a tellement de types et de formes de pornographie qu'on est moins dans cette espèce de grand monde de la pornographie. On est dans plusieurs petits mondes, je pense. Donc, je ne pourrais pas répondre à votre question. Internet a changé la donne pour beaucoup. Hein, pour beaucoup, énormément. Ça, c'est clair qu'on doit reconnaître la part des technologies sur
pornographie. Donc, il y a encore une fois l'œuf ou la poule. Souvent, il y a plusieurs auteurs qui vont dire que la pornographie va propulser certaines technologies et d'autres vont dire que c'est la technologie qui propulse un peu la pornographie. Donc, encore une fois, c'est circulaire. Et c'est clair que, comme industrie, la pornographie va en profiter des nouvelles technologies. Ça, c'est sûr et certain. On est loin des émissions de Bleu Nuit, des épisodes de Bleu Nuit qui passaient à TQS à une certaine époque, vers minuit. Avec Emmanuel, oui. C'est ça, exactement. Ça paraît bien soft par rapport à ce qu'on peut retrouver maintenant sur l'univers du web. C'est sûr. Parlant justement de l'Internet et de la pornographie, est-ce que tu en sais un peu sur les dépendances que ça peut amener la consommation de pornographie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dépendants à la pornographie ou on se fait décider un jugement tout simplement qu'on a envers certaines personnes qui en consomment beaucoup? Il y en a, je suis certain que si vous parliez, si vous aviez un entretien avec certains psychologues ou certains sexologues cliniciens, ils vous diraient que très certainement, ils reçoivent des gens qui expérimentent une certaine forme de détresse liée à leur usage. Ça, on ne peut pas le nier. Mais en même temps, il y a tout un débat sur comment conceptualiser cette dépendance. Il y en a qui parlent d'addiction, il y en a qui disent « ben non, c'est pas une addiction, c'est pas la même chose que d'ingérer un produit puis d'être dépendant à. » Est-ce que c'est une dépendance technologique? Est-ce que moi, dans certains de mes articles, je parle d'usage problématique, qui est déjà un peu plus, qui est moins fort qu'addiction. Donc, comment tu définis ça, l'usage problématique? C'est quoi la définition? Ben, comme il y a beaucoup de concepts associés, il y a beaucoup de critères, puis ça, mais il y a vraiment il y a quand même certains critères qui sont un peu communs à plusieurs échelles de mesure, c'est-à-dire le temps passé. Okay. La personne considère qu'elle passe trop de temps. Elle perd du temps de travail, du temps de relation, du temps de famille, amis, etc. Donc, au détriment de son usage. Une certaine détresse engendrée aussi. Donc, il y a certains grands critères comme ça qui reviennent beaucoup dans les échelles. Donc, voilà. Mais c'est pas non plus... c'est un discours qui est très populaire dans une espèce de panique morale. Oh là là, c'est dangereux, la dépendance, tout ça. Il y a un article que j'ai en tête qui parle de 4,2% chez les hommes et 1,2% chez les femmes, peut-être. Donc, en même temps, ça, c'est un article avec son échantillon. Il y a d'autres articles avec d'autres échantillons, mais tu sais, c'est pas non plus comme 47% de la population est à risque de dépendance à la pornographie. Il y a des chiffres qui existent, c'est quand même relativement bas. Et ce que je veux spécifier aussi, c'est que dépendance, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a dans la fameuse boîte. On appelle ça en recherche la boîte noire. C'est-à-dire que c'est pas usage souvent égal risque d'usage problématique. C'est qu'il y a des facteurs individuels dans cette boîte-là qu'il faut regarder. Encore une fois, c'est toujours l'œuf ou la poule. Il y a un article que j'ai en tête qui parle de la solitude et de l'isolement et de l'usage de pornographie. Il y a une corrélation. Mais est-ce qu'on fait usage de pornographie parce qu'on se sent seul ou est-ce qu'on se sent seul parce qu'on fait usage de pornographie? Donc, il faut faire attention. Effectivement. Au direct, des fois, l'un peut alimenter l'autre. Je sens que c'est important aussi dans le regard que tu portes sur la pornographie, d'évacuer le plus possible le jugement moral, le regard moralisateur qu'on peut avoir. Il me semble que c'est délicat quand même comme recherche, quand on parle de pornographie, parce qu'il y a l'aspect moral ou pas éthique, je parle vraiment plus moral, peut-être avec un vieux fond de judéo-christianisme là, derrière ça, là, qui condamne un peu, qui voit ça comme très négatif. Oui, mais même aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui a une valence émotive importante. On semble dire qu'on est tout cool avec ça, pas de problème. En plus d'un milieu gay, il ne faut pas trop s'énerver. Il y a encore des débats. Ces débats-là existent encore. J'enseigne un nouveau cours. Bon, ça va être la deuxième fois cet hiver que j'enseigne, depuis l'an dernier, qui s'appelle Pornographie et Société. Donc, c'est un 45 heures entièrement dédié à la pornographie. Et puis, le discours des féministes radicales anti-pornographie est encore très, très présent. Depuis les années 2000, ça revient, les mêmes arguments reviennent. Donc, il y a encore cette peur, il y a encore cette... Donc, ça engendre... on marche sur des œufs.
Ouais. Et ça, je le présente aux étudiants aussi. Premièrement, à partir du moment où on parle de sexualité, c'est polarisé, c'est polarisant, c'est politique, c'est glissant, c'est contentieux. On ajoute à ça pornographie. On a un beau cocktail pour faire en sorte que ça puisse... mais ça ne dérape pas dans les cours non plus, parce que j'essaie toujours de garder cette espèce de balance dans les motifs versus d'accord, mais qu'est-ce que les données nous disent, puis est-ce qu'il y a des données qui nous parlent plus aussi personnellement? Parce qu'ici, je suis là avec mon chapeau de professeur, mais c'est sûr que comme citoyen puis comme homme gay, ben j'ai mon opinion aussi, hein? Mais je ne suis pas là pour vous la donner, vous comprenez? Parce que vous ne m'avez pas sollicité comme le citoyen qui a un chien depuis 2 semaines. Vous m'avez sollicité comme professeur. C'est important pour moi de demeurer justement sur cette ligne mince entre... et de reconnaître aussi que les deux côtés. Oui, effectivement. Du négatif, du positif, et de naviguer ça. Avant qu'on termine, j'ai une petite question peut-être un peu plus personnelle. Comment on perçoit ton entourage du fait que toi, tu t'intéresses à la pornographie gay masculine comme champ d'expertise ou champ de recherche comme professeur? Est-ce que ça a suscité des questions? Est-ce qu'il y a des amis qui te taquinent avec ça ou... parce que, justement, il peut y avoir un malaise par rapport à ces recherches-là. Est-ce que non? Tu n'as pas vécu Dans mon entourage, je ne dirais pas non. Je te dirais que j'ai des petits défis quand je rencontre des gars. OK. Puis qui me disent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ben, je suis professeur et tu travailles sur quoi? Et là, c'est ça. Et là, quand je leur dis ça, j'ai toute la série de stéréotypes qui va avec, c'est-à-dire ah ouais, t'es un obsédé, hein, t'aimes ça, puis tu fais-tu bien de l'analyse de contenu, puis comme une fois mes réponses que je leur donne sont assez plates. Moi, je traite mon objet de recherche comme un objet comme un autre, mais je ne suis pas nécessairement un méga fan de pornographie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le produit il est reçu. Effectivement. Le produit qui fait jaser, comment c'est reçu? Comment c'est reçu quand c'est envoyé chez son public? Qu'est-ce qui fait écho? Qu'est-ce qui revient? Je pense que le cliché, les sexologues le vivent aussi. Hein? Quand on dit qu'on va étudier en sexologie ou qu'on est sexologue, tu dois aimer ça, le sexe, toi? Tu dois être un peu nymphomane ou dépendant à la sexualité. Soit ça ou soit le contraire aussi. Ah oui? OK. Des fois, le stéréotype peut être pas loin. Ah, t'as peut-être pas ça, t'as des problèmes avec ça. Ah, OK, oui. C'est ça. Ou, moi, les pornographies, par exemple, mais t'es contre ça. C'est pour ça que tu l'étudies. Ben non, je suis pas quelqu'un de... J'ai pas d'agenda moral, religieux, quoi que ce soit. Mais je regarde ce terrain-là. C'est un terrain qui est quand même fascinant. Puis c'est pas facile non plus. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai un cours de 45 ans sur le sujet complet. Donc, j'ai un 3 heures sur pro-porno, un 3 heures sur anti-porno, un 3 heures sur porn studies, porno minorité, porno féministe, porno et santé publique, la pornographisation de soi également, l'autopornographie, tout ce qui est Xtube, etc., tous les trucs générés par les utilisateurs. Donc, on peut se pornographier soi-même aujourd'hui. Est-ce que tu es pas mal le seul chercheur qui s'intéresse à la question au Québec ou il y en a d'autres avec toi? Au Québec, on n'est pas énormément. On est quelques-uns. J'ai une collègue aussi, Julie Lavigne, en sexologie, mais qui est plus axée sur l'étude de l'image, dans une perspective d'histoire de l'art, l'étude des médias, etc. Donc, okay. On n'est pas des mâles au Québec, au Canada, à s'intéresser à la question. Donc, j'imagine que le gros de la recherche se fait aux États-Unis, comme dans plusieurs autres sphères. Angleterre, Australie aussi. Beaucoup, OK. Beaucoup, oui, en Angleterre, énormément. Donc, intéressant, OK. Oui. Ben, écoute, ça a été un plaisir de parler avec toi, Simon. J'ai beaucoup apprécié notre entrevue. On va mettre, j'imagine, tu as peut-être des recherches, des articles que tu as produits, qu'on pourrait mettre sur notre site Internet, sur notre page Facebook, pour que les gens puissent en apprendre davantage puis aller chercher plus d'informations pour aller un peu plus en profondeur. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de t'accueillir, Simon, puis on te souhaite bonne continuité dans tes recherches futures. Merci, Samuel.
Après cette entrevue fort intéressante avec notre ami Simon Corneau, c'est maintenant le temps de notre chronique culturelle avec Jesse. Jesse, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? En fait, j'allais m'avancer avec deux choses que j'allais aborder. Je vais essayer de survoler plus rapidement la deuxième chose, mais la première, qui est une belle découverte pour moi, d'ailleurs qui m'intéresse suffisamment pour que j'en fasse l'achat prochainement, mais c'est un livre qui est intitulé Pornodyssée, une saison dans l'industrie pornographique, donc écrit par Jean-Marc Beausoleil, et puis ça a été sorti le 24 août 2020, donc c'est quand même assez récent, c'est plutôt cette année. Je peux vous lire le synopsis, puis ensuite je vais vous faire un survol là, de ce que j'ai appris également sur ce livre-là. Donc, les activités entourant la production de films pour adultes se sont accrues au Québec, au point où Montréal est devenue une plaque tournante de ce commerce international qui engrange annuellement des milliards de dollars. Et puis c'est drôle, on a l'impression de lire exactement ce qui a été mentionné plus tôt. Donc, en fait, c'est mon introduction. Voilà, c'est ça. C'est quand même très drôle. Donc, portrait ludique et sans concession de l'industrie pornographique, Pornodyssée donne la parole à ceux et celles qui font jouir nos écrans. À la fois reportage, essai littéraire et confession biographique, ce livre est le fruit d'une enquête basée sur de nombreuses entrevues avec les Québécoises et les Québécois qui façonnent le porno d'ici et d'ailleurs, qu'ils travaillent devant ou derrière la caméra. Il s'agit d'une invitation à passer au-delà de l'écran pour visiter les coulisses de la fabrique de l'érotique avec ses rêves et ses cauchemars. Ouais, ça doit être intéressant de voir ça, hein, parce qu'on voit pas souvent l'envers du décor de la photographie. Là. Voilà. Et puis en plus de voir l'envers du décor québécois, ça, pour vrai, ça, on dirait que c'est une révélation pour moi quand j'ai trouvé ce livre-là. Je me suis dit, wow, ça existe pour vrai. J'étais extrêmement heureux de tomber là-dessus. En fait, donc ce qu'on voit là, c'est une sorte d'enquête finalement sur l'industrie pornographique au Québec. Jean-Marc Beausoleil, en fait, a fait une immersion volontaire d'un an dans l'industrie québécoise légale des films pornographiques. Il est allé à la rencontre, comme mentionné plus tôt, là, de stars pornographiques pour les questionner sur leur expérience. Dans son livre, il va rapporter les propos justement de ces personnes-là. Son intention, c'est de dénoncer le modèle industriel à grande échelle de la pornographie québécoise qui pousse, et puis je dis québécoise, mais franchement, on va se le dire, c'est probablement quelque chose qui est commun partout à travers le monde et qui pousse à toujours augmenter la production. Et ça, en fait, il invite aussi les gens à adopter une vision qui serait non moralisatrice, de plutôt comparer la pornographie légale à d'autres produits de consommation et de démontrer aussi que des gens pouvaient ressortir de cette expérience-là sans être stigmatisés ou traumatisés à vie. Moi, en fait, je suis tombé sur une entrevue menée par Penelope McQuaid pour Radio-Canada. Ça a été publié, on pourrait dire publié le 10 septembre 2020. Donc, en fait, c'est justement l'auteur, donc Jean-Marc, qui a été passé en entrevue avec également deux sexologues qui se sont joints à lui. Et puis, dans cette entrevue-là, en fait, tous les participants là, vont discuter des enjeux qui entourent la pornographie, et aussi on peut entendre davantage sur d'où l'initiative de l'auteur est partie et un peu son opinion là, sur tout ça, sur tout le sujet, et aussi de l'adversité qu'il a vécue en voulant écrire ce livre-là ou en voulant faire cette enquête-là, et parce que il a effectivement vécu de l'adversité, et aussi quel genre de contenu on doit s'attendre à avoir dans Pornodyssée, donc dans son livre. Donc c'était une superbe entrevue, pas trop longue non plus, donc définitivement je vais partager le lien de ceci-là pour que ça puisse être disponible pour vous, mais je vous encourage à aller l'écouter. Très, très, très intéressant. Et aussi, j'ai un deuxième petit thème en fait à vous partager parce que c'est quelque chose, en fait, j'avais tellement hâte qu'on arrive au sujet de la pornographie. Je trouve ça tellement intéressant comme sujet, et puis malheureusement, peut-être qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas, mais on le vit, tu sais, quand les portes sont fermées, tout ça. Donc, je trouve qu'il y a raison de plus pour en parler, puis venir mettre la lumière sur les tabous. En fait, on m'avait déjà parlé dans le passé, puis je suis allé l'écouter
écouté pour la première fois. En fait, c'est un TED Talk. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Donc, c'est vraiment comme une courte, disons, présentation sur un sujet. Et puis, il y a une belle variété là, avec TED Talk. Mais ici, on a Cindy Gallop, c'est ça son nom, qui a présenté du contenu. Le sujet était Make Love, Not Porn. C'est une vidéo de 4 minutes 30 environ. Donc, en fait, c'est une dame qui est dans la soixantaine, qui vient des Royaumes-Unis, mais du Royaume-Uni plutôt, et elle dit ouvertement qu'elle a des relations sexuelles avec des hommes dans la vingtaine. En fait, elle, ce qu'elle aborde, c'est l'effet de la pornographie hardcore, dite hardcore, donc qui serait peut-être considéré comme mainstream, là, finalement. Donc, c'est en fait une pornographie qui est très explicite, qui a beaucoup de détails, tout ça. Et puis elle, en fait, ce qu'elle remarque, là, cet effet-là de la pornographie, elle peut le remarquer durant justement ses rapports sexuels avec des hommes plus jeunes, beaucoup plus jeunes d'ailleurs. Il y a, en fait, ce qu'elle dit, là, c'est qu'il y a une génération entière qui grandit en croyant que la pornographie dite hardcore, c'est une représentation juste de la manière d'avoir des relations sexuelles. Et elle, ce qu'elle remarque aussi, c'est que en fait, c'est grossi ou c'est exacerbé par la croyance que, par exemple, des campagnes d'abstinence chez les jeunes vont fonctionner, puis elle dit évidemment avec un brin d'humour, les parents aussi sont trop gênés de discuter de la sexualité avec leurs enfants, et puis les institutions d'éducation sont terrifiées de mal dire les choses sur ce sujet-là, donc de se fourvoyer si on veut. Donc en fait, la pornographie, à cause de ça, devient une forme d'éducation sexuelle, et puis presque l'éducation sexuelle principale, qui est problématique parce que ce n'est pas une représentation juste de la réalité. Et puis elle disait au fond que dans ses expériences sexuelles, elle jugeait avec ses partenaires sexuels qu'il y avait une rééducation qui était nécessaire avec eux. Puis là, elle va aller plus dans le détail. Elle va donner des exemples concrets. Je peux vous en donner un ici. En fait, elle disait qu'elle n'avait aucun problème à plusieurs reprises de dire en fait, merci beaucoup, mais j'aimerais mieux que tu n'éjacules pas sur mon visage. Donc, en fait, c'était super drôle, là, mais c'était merveilleux comme présentation. Puis où elle voulait en venir, là, c'est que son inquiétude, au-delà du fait même que des garçons ou des hommes ont appris ce genre de choses-là au travers de la pornographie hardcore, c'est que les filles dont leurs chums veulent, par exemple, comme on vient de mentionner, éjaculer sur leur visage, ont appris au travers de cette même porno que tous les hommes aiment éjaculer sur le visage des femmes et que toutes les femmes aiment avoir du sperme sur leur visage, donc elles doivent les laisser venir dans leur face et elles doivent prétendre qu'elles aiment ça. Donc, c'est là un peu la problématique derrière ça. Ouais. La beauté, en fait, là, de tout ça, c'est que Cindy, en fait, elle a été motivée à créer une page, et puis je vous invite à aller la visiter, qui s'appelle makelovenotporn.tv. Originalement, c'est un site qui détruisait les mythes de la pornographie. Puis c'était à savoir, évidemment, un peu humoristique aussi. Il y avait des exemples comme les femmes n'ont pas de poils pubiens, ou les hommes peuvent toucher directement le clitoris ou le vagin des femmes, puis elles seront immédiatement mouillées et vont avoir du plaisir. Ou encore, toute personne, que ce soit homme ou femme, préfère lorsqu'il y a plus de salive, le plus de salive possible dans tout. Donc, c'est ce genre de mythes-là qui sont abordés et puis qui sont évidemment des faits, donc c'est des idées fausses là, qui sont véhiculées dans la pornographie hardcore. Et puis en fait, au travers du site aussi, on voit des tips ou des astuces, des trucs qui sont aussi partagés, donc super intéressant. Mais cela étant dit, le site a changé depuis. Cette portion-là du site ou cette nature-là du site, elle est demeurée sous forme d'une sorte de diapositive dans le nouveau site. Mais le nouveau site, en fait, c'est plus un site pornographique, en fait. Mais ce qu'on pourrait qualifier de soft porn, donc évidemment, inversement du hardcore, donc c'est justement moins explicite, plus près de la réalité. Et puis, c'est intitulé, disons, sur le site web, on utilise un hashtag pour décrire ce type de pornographie-là.
Real World Sex, donc sexe du monde réel, là, si je peux le traduire un peu pas trop bien peut-être, là, mais bref, ça ressemblerait à ça. Et le site original, comme je l'ai dit, est quand même disponible sous forme de diapositive là, dans la nouvelle page, donc on peut aller regarder là, les clichés que je viens de mentionner. Mais en tout et partout, là, c'était une belle découverte pour moi au travers de mes recherches aujourd'hui. On mettra toute l'information sur la page Facebook, comme d'habitude, du Bras Outaouais. Merci, Jesse, pour ces informations-là. Je suis curieux d'aller voir les trucs qu'on donne sur le site web. Moi, ça m'a fait penser à le fait que dans la pornographie gay masculine, les hommes ont toujours la pénétration anale comme must, comme chose, passage obligé, mettons, pour avoir une relation sexuelle, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble de la communauté gay où la pénétration anale n'est pas toujours présente lors des relations sexuelles et on peut avoir des relations sexuelles satisfaisantes sans pénétration. Fait que ça me faisait penser un petit peu au fait d'éjaculer sur le visage ou sur la poitrine de ta partenaire dans une relation pornographique hétérosexuelle. Merci infiniment pour ta chronique, puis on va aller visiter ces informations-là sur le net. Ça met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Je tiens à remercier notre invité Simon Corneau et à nos deux merveilleux chroniqueurs, Jesse et Alex. Merci les gars. Merci à Ashley Gauthier, notre monteur et DJ officiel. Un gros merci à nos partenaires sans quoi le podcast ne pourrait exister, qui sont Max Ottawa, qui est un organisme que je répète, est un organisme pour la santé des hommes qui aiment les hommes de la région d'Ottawa, la clinique de santé sexualité du Plateau, qui est une clinique privée au niveau de la santé sexuelle, très intéressante. Si vous voulez y aller, tapez ça sur Google, vous allez le trouver assez facilement. Notre prochaine émission aura comme thème le BDSM, fait qu'on va parler de pratiques sexuelles qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On passera pas beaucoup de temps sur 50 Shades of Grey. Je pense que la question a été beaucoup éludée dans plusieurs podcasts et autres émissions de radio. N'oubliez pas de parler de notre podcast à vos amis. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcasts, bref, sur toutes les plateformes de podcasts disponibles. Je vous rappelle aussi qu'il y a un sondage qui est important de remplir, s'il vous plaît. Ça va nous aider beaucoup, nous, pour des demandes de financement ultérieures. Ce sondage, le lien du sondage va apparaître aussi sur la page Facebook du Bras. Je m'appelle Samuel Gauthier et je vous dis à la prochaine.